Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 253 de Sur la Terre des Hommes. Une dernière avant le congé estival, mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Ça va toaster, comme on dit, dans tous les sens du terme. Je suis brûlé, puis ça brûle autour, il fait chaud, c'est boucaneux. Moi, je dirais stimé, rendu là, c'est... Ouais, j'avoue, stimé. Je suis pas dans un sous-sol, moi, je suis dans mon bureau qui est au premier étage, puis il doit faire à peu près 50, fait que ça se peut que je fonde pendant l'épisode. Ça n'a aucun bon sens, Juste pour l'information, ceux qui écoutent l'épisode, alors, ça va être le 22 juin, eh bien, nous, en Abitibi-Témiscamingue, eh bien, il fait encore chaud. C'est sec, hein? C'est très, très chaud. On crame littéralement. Là. Les feux ont l'air de se calmer un peu, mais à Lebel-sur-Quillon, ça va pas bien. 18 fois le parc Aiguebelle, c'est 96 km par 56 km. Ça n'a aucun sens. C'est plus gros que l'île du Prince-Édouard. Ben, ce qui a brûlé, on parle de quasiment 20 fois l'île de Montréal. Ça commence à être complètement fou. C'est complètement cinglé. Frédéric Bérard, qui je ne sais pas s'il vit ça en ce moment. Est-ce que le ciel est encore orange à Montréal? Mon cher Frédéric, comment vas-tu? Salut, merci les gars de l'invitation, c'est gentil. Ben, en fait, non, ça me semble assez tranquille, mais OK. La semaine dernière, je pense que oui, ou l'autre d'avant, en tout cas, bref, au plus fort des feux, on pouvait se sentir il y a 2 semaines, dans la rue. Sans farce, on sentait, c'était pas la fin du monde, mais il y avait quand même l'odeur de fumée style feu de camp, le gorge qui picotait un peu. Exact. Tu commences à sentir ça en direct d'Hochelaga, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Exactement. Effectivement, qu'il y a quelque chose de pas normal en ce moment qui se passe, c'est surtout ça. Puis on parle de l'île de Montréal, puis mettons le feu de Lebel-sur-Quillon, on parle de quasiment 700 km? À peu près? À peu près 700-800 km. 700-800 km. Puis New York est à 1500 km. 1500, ouais. Ça n'a aucun maudit bon sens. Mais en tout cas, en date du 21 juin, date où est-ce qu'on enregistre, ça brûle. On ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter. Les pompiers, les sapeurs français, américains, je pense qu'il y a des Portugais aussi. Il y a des Portugais aussi. Sont là pour prêter main forte. Une chance qu'ils sont là. On a creusé des tranchées du côté de Lebel-sur-Quillon. On se créerait en zone de guerre. Ça n'a pas de bon sens pour tenter d'arrêter ce brasier-là. Mais ma mère m'a envoyé des photos un matin, justement, de chez eux. Là, c'est l'enfer. On se créerait dans un four à convection tellement c'est boucaneux, c'est blanc partout. Mais la photo que tu as mise sur les réseaux sociaux, sérieusement, on dirait une photo de Mars. Ouais, le teint orange, la terre qui est complètement dénudée d'arbres, on dirait vraiment un décor martien. Là, ça n'a aucun bon sens. Triste. Oui, exactement. Puis comme on disait, c'est quasiment 20 fois l'île de Montréal qui a brûlé. Est-ce qu'il annonce de la pluie dans le nord du Québec, en Jamaisie? Pas avant lundi prochain, de ce que j'ai compris. Okay. Mais il en annonce pas mal lundi. Fait. OK. En tout cas, on l'espère à toi et puis à ta famille, mon cher, qui est à Lebel. Est-ce qu'il y a juste ta mère à Lebel ou tu as encore des tantes, des oncles, non? J'ai encore des amis là-bas, mais sinon, il reste juste ma mère. En tout cas, on pense encore à vous, gens de Lebel-sur-Quillon, qui vivez des temps très difficiles, très, très, très difficiles. Mon cher Frédéric, je reviens à toi. Ça va bien, oui? T'avais hâte de revenir dans Sur la Terre des Hommes? Ben oui, vous êtes super sympathique. Vous êtes bon en plus. C'est rare le combo des deux. C'est donc bien gentil. On est comme les bons cops, bad cops, mais on sait pas lequel qu'on est dans les deux. Oui, exactement. On essaie de se trouver un sujet, moi puis Joe, depuis maintenant 3 ans pour se pogner, puis on l'a jamais trouvé. Fait qu'on sait pas ce qu'est le bad cop. C'est peut-être bon signe. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on est trop pareils ou on a trop les mêmes idéaux, probablement. Sinon, on serait peut-être pas sur le même podcast. Oui, exactement. C'est ça, Frédéric. Dans le fond, l'histoire, c'est qu'on était supposé enregistrer la semaine dernière. Mais c'est nous qui t'avons fait faux bon. Et puis, on s'en excuse, premièrement. Il n'y a aucun problème, je suis encore là. Ben, super. Il y a que ça à faire. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, moi, j'avais vraiment hâte de parler de ce sujet-là. Sujet dont on a parlé à la fin du dernier épisode. Oui. Où est-ce qu'on t'avait reçu, justement. Qu'on avait parlé du grand remplacement. Voilà. Et puis, c'est Omar Khadr. Et puis, Omar Khadr, pour certaines personnes qui ne suivent pas vraiment l'actualité ou bien qui la suivaient il y a plusieurs années, tout le monde a entendu ce nom-là, peut-être a vu aussi
sa photo, je vais la partager. Ça a circulé vraiment beaucoup. Là. Ça a circulé beaucoup au lendemain du 11 septembre 2001. Je vais partager l'écran, ça ne sera pas trop long. Alors, Omar Kader. C'était probablement l'enfant le plus connu de l'époque Harper. Ah, c'est clair. Exactement. Alors, on parle de ce jeune homme-là, un adolescent. Premièrement, Omar Kader, pour ceux qui, justement, en voyant l'image, se disent « Hey, oui, je me souviens de l'avoir vu, de l'avoir vu aux nouvelles en 2001-2002. » Peux-tu nous rappeler, en gros, c'est qui Omar Kader? Il vient de où? Il vient de quelle famille, etc.? Ben ouais, c'est une sacrée histoire, hein, tout ça. Puis merci les gars, sérieusement, très, très, très sincèrement, puis du fond du cœur, de lui donner de l'espace médiatique. Pour moi, on ne parlera jamais suffisamment de ce qui est arrivé parce que c'est pour moi en fait, assurément la plus grande machination de l'histoire canadienne des dernières décennies, très aisément. Omar Kader, puis en fait, vos auditeurs, auditrices s'en jugeront par eux et elles-mêmes, mais si quelqu'un est capable de me suggérer un truc qui peut accoter ça, je suis tout oui, mais je vous garantis que ça fait un bout de temps puis j'en ai jamais entendu. Aucun bon. Et j'inclus peut-être même d'autres portions de l'Occident là, quand je parle de pire tragédie. Omar Kader, faire une histoire courte parce que elle peut être un peu longue, c'est un Canadien qui est né au Canada, en banlieue de Toronto, à Scarborough. Ses parents étaient scolarisés, les deux s'étaient connus à l'Université d'Ottawa, ils avaient étudié là-bas, le père était devenu ingénieur civil et la famille Kader était la famille de néo-canadiens la plus, comment je dirais, exemplaire. Hein, modèle, tu sais. D'un point de vue perception publique, le bonhomme Kader, encore là, d'un point de vue perception, faisait partie d'Ingénieurs sans frontières, puis aidait à construire des trucs au Moyen-Orient, puis en Afrique du Nord. Il s'était fait ramasser dans une affaire un peu louche en Égypte. Jean Chrétien, qui était premier ministre du Canada à l'époque, on peut penser ce qu'on veut de Jean Chrétien, mais il y avait quand même il y a toujours eu un flair politique, ce gars-là, puis il ne serait jamais mis dans le trouble avec un terroriste. Il est allé sortir le père Kader du pétrin dans lequel il s'était mis en pensant que c'était des fausses accusations. Puis c'est après que Chrétien a compris que c'est le bonhomme Kader qui l'avait enfiroppé, que c'était un terroriste, puis que c'était même, en fait, au final, l'un des bras droits d'Osama Ben Laden. Il y en avait trois, là. Et le bonhomme Kader était très, très, très près, au point où Ben Laden avait même assisté au mariage d'une de ses filles. Bon, vous voyez un peu le tralala. Donc, la sœur d'Omar, dans le fond. Exact. Et moi, il y a une affaire qui est importante pour moi de mettre l'accent très, très rapidement. J'ai déjà lu des grands intellectuels au Québec, là, notamment un là, qui s'appelle Richard Martineau, qui avait dit un truc du genre « Voyons donc, quand tu as 15 ans, tu sais ce que tu fais, tu es capable de faire la différence entre le bien et le mal. Les conventions sur le droit de l'enfant ne devraient pas s'appliquer. » Bon. Premièrement, là, Richard, ces notions de droit international sont usées un peu. Les conventions sur le droit de l'enfant vous disent que dès que l'enfant est un enfant, c'est-à-dire est un mineur, la convention s'applique tout azimut. 18 ans moins un jour. Là. Voilà. Pourquoi? Parce que des enfants qui se ramassent dans des guerres, par définition, ont été, ça me semble, ça ne prend pas la tête à Papineau de comprendre ça, là, mais ont été instrumentalisés dans un conflit qui n'est pas le leur, soit par leurs parents, soit par des forces X, Y, Z. Un enfant ne choisit pas par lui-même de s'enrôler, puis d'aller péter des gueules, puis de tirer de la mitraillette en Afrique. Ça n'existe pas. Omar Kader, alors j'ai écouté cette anecdote-là, est quand même assez troublante, puis je pense qu'elle en dit long sur le reste de l'histoire. Omar Kader a 4 ans quand son père lui dit à lui et ses 2 autres frères aînés, qui ont peut-être 6 et 7 ans environ, « Les gars, quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, pas si, quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, vous aurez le droit à la récompense de votre choix quand vous arriverez de l'autre côté. » Il dit, moi, puis c'est le bonhomme Kader qui parle encore, moi, j'aimerais ça avoir une chute d'eau avec un éléphant blanc. Un des frères Kader dit, ben moi, papa, j'aimerais ça avoir un stationnement rempli de voitures de luxe. Parfait, tu vas les avoir, t'inquiète pas. Toi, Omar, qu'est-ce que tu aimerais? Omar, il cherche, il dit,
Moi, papa, je pense que j'aimerais ça avoir une piscine remplie de jello. Parce que c'était son dessert préféré. Omar Kader a 4 ans. C'est un enfant. Son père lui explique qu'il va se faire sauter pour l'islam. Pas si tu... Que c'est déjà le plan qui est né pour ça. Là. Tout, c'est réglé. Et un de ses frères aînés a déjà parlé contre le mouvement de manière très générale et son père lui a dit devant ses autres frères, la prochaine fois que tu dis un mot contre Al-Qaïda, c'est moi qui te tue. Sacrifice. Alors là, il faudrait demander à Martineau, hein, mettons là, que le petit gars, là, il est rendu à 15 ans, est-ce qu'il y a vraiment un libre arbitre? Est-ce qu'il y a vraiment la capacité de discerner ce qui est bien, pas bien? Ouais. Omar Kader, puis on y arrivera, j'imagine, mais n'a pas fait sauter le métro Berry-UQAM, là. Omar Kader a été pogné dans une gang de terroristes qui est celle d'Al-Qaïda. Les Américains sont débarqués dans le sud de l'Afghanistan, ont fait sauter le building. Kader était là-dedans, évidemment, c'était le seul mineur, c'était des adultes. Ils l'ont ramassé. Est-ce que ce gars-là aurait pu se dire « Ouais, je pense à ça, là, je ne suis pas du bon bord de l'histoire. Moi, je serais bien mieux d'être du côté de George Bush. Il me semble que lui ne fait que le bien. » Il faut être un peu épais pour écrire ce que Martineau a écrit, à mon avis. Wow. Une petite question comme ça. Comment que le père Kader s'est accoquiné avec Oussama Ben Laden? Parce que tu as dit justement c'est une famille de néo-canadiens. Est-ce que le père Kader, lui, dans le fond, c'est lui la première génération, si on veut, c'est lui qui a émigré au Canada? Les origines des Kader, ça remonte à quand? Là, évidemment, c'était un peu avant Internet, tout ça, mais ça s'est solidifié dans le milieu des années 90. Les liens, et puis là, évidemment, il y a des affaires qu'on ne sait pas. Hein. Tu sais, quand tu t'appelles Ben Laden puis le bonhomme Kader, là, tu t'en vas pas mettre ça sur Facebook avec des... Fait que, il y a beaucoup de relatives zones d'ombre, je te dirais. En prenant des selfies. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont connus dans les années 80 quand, en Afghanistan, les talibans étaient du côté des Soviétiques. Il ne faut pas oublier ça. En fait, les Américains étaient débarqués, puis là, il y avait les Soviétiques, puis là, ils ont viré de bord. En tout cas, ça a été un sacré bordel. Et ce qu'on pense savoir, puis là, les deux sont morts, fait que ça va être difficile de le prouver hors de tout doute raisonnable, mais qu'ils se sont rencontrés dans ces espèces pas nécessairement de conflits armés directs, mais d'espèces d'accointances, des regroupements qui sont nés un peu partout, ici et là, au Moyen-Orient, et qui ont été transposés au Canada, par définition, là, avec une certaine immigration. Et donc, c'est ça, quand il était ça c'est important de le préciser, quand il était dans Ingénieurs sans frontières, il servait un peu de ce titre-là pour magouiller certains trucs contre l'Occident comme tel, et c'est là qu'il a renforcé ses liens avec Ben Laden, au point où il avait même envoyé ses enfants, ses fils, dans le bootcamp estival de Ben Laden pour apprendre à faire ce que tu veux, tout ce que ferait un bon... C'est celui qui était au Soudan? Le bootcamp, il y en avait... Je sais qu'il y avait un camp au Soudan parce que ça a été longtemps un des endroits où il était, je veux dire, le plus stigmatisé comme étant un nid à terroristes. Oui, il y avait mais Ben Laden, écoute, ça a explosé quand même relativement rapidement, ses affaires, parce que vers la fin des années 90, il y avait des bootcamps, je dirais pas partout, là, mais il y avait des tentacules assez intéressantes. Mais le bootcamp en question, si je ne me trompe pas, c'est au Pakistan, puis les parents de Kader étaient originaires du Pakistan aussi. OK. Mais c'était des bootcamps, on s'entend, là, c'était un peu... c'était plutôt versatile, on s'entend bien. Là, c'était pas les jeunesses clériennes, un peu, tu sais. Oui, bien, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des jeunes au Québec qui vont passer leur été à apprendre à faire du kayak à Sainte-Véronique, au lac Nomineng. Bien, il y en a d'autres qui apprennent à faire sauter des bombes. Donc, est-ce qu'on peut traiter ces enfants-là sur le même pied d'égalité? Idéalement, oui, par l'entremise des conventions en question. Alors là, on a un jeune Omar Kader qui, dès l'âge de 4 ans, son père lui dit « Tu vas te faire sauter un jour pour l'islam. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une piscine de jello. » J'espère que c'était l'orange. Moi, j'adore l'orange. Et puis, et puis après ça, à l'adolescence, se fait envoyer dans des bootcamps de terroristes au Moyen-Orient. En fait, excuse-moi, il n'avait même pas 10 ans quand il est allé dans son premier bootcamp. J'ai 8 ans en tête, si ma mémoire est bonne. 8 ans. Alors, un enfant, vraiment un c'est jeune... l'âge de ma fille. Ouais, un jeune de 2e année, 3e année au primaire. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et puis là, Omar Kader, lui, dans cette famille-là, on s'entend que le père est comme ça. Fait qu'on s'entend que
tout le reste de la famille suit. Lui, comment est-ce qu'il se sent, Omar Kader? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Est-ce qu'il est assez endoctriné par son père pour être à fond la caisse dans Al-Qaïda, ou il fait pour papa puis je vais le faire parce que sinon on va manger une volée, je sais pas. Là. De ce qu'on sait, il y a un de ses frères aînés qui était beaucoup plus intense. Comment je dirais, rébarbatif à toute l'histoire d'Al-Qaïda. Okay. Il faisait exprès de boire du Coca-Cola, puis il se faisait ramasser par la gang de Ben Laden, puis là, la chicane, en tout cas, puis il se sauvait, puis c'était le bordel. Okay. Lui, il aurait pu passer au cash assez solide. Ce qu'on sait, puis Omar, il faut savoir, ne s'est jamais confié là-dessus. Là. Tout ce que je vous dis là, c'est, je dirais, les suites de mon enquête, là où j'ai entendu que c'est ça. Fait que c'est pas blindé à 1 million, 1000%, mais les sources sont assez fiables. Donc, ce qu'on sait par rapport à Omar, c'est qu'il était plus docile que ses frères aînés. Évidemment, il regardait son père, puis OK, c'est ça qu'il faut faire. Puis les États-Unis sont méchants, puis les États-Unis veulent nous assassiner, puis les États-Unis, vous connaissez évidemment le discours. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'aujourd'hui, Omar Kader a donné très, très peu d'entrevues là, depuis qu'il est revenu au Canada. Ça se compte sur les doigts d'une main. Mais dans une de celles-ci, il a dit ceci: si j'avais mon père devant moi, j'aimerais ça lui poser des questions, à savoir pourquoi il nous a tous entraînés dans cette histoire-là. Ouais. Puis le père, il est mort quand? Sûrement par il est mort quand les États-Unis sont débarqués en Afghanistan. Les États-Unis ont fait tomber Kaboul relativement rapidement. Puis lui est mort là, dans une de ces batailles-là. Genre 2002, 2003. Oui, avant que Omar se fasse ramasser là, dans le dernier raid, je dis raid là, parce que les Américains sont débarqués là-bas. Kaboul avait déjà capitulé. Le père Kader était mort. Ils ont balancé 150 livres de bombes sur l'espèce de cabane, camp de fortune, semi-building en pierre séchée où s'étaient réfugiés les combattants en question. Ça a fait qu'aboum, tout a sauté. Puis il est resté 1 ou 2 personnes. Moi, je vais vous dire que c'est 2, mais les Américains ont finalement dit que c'était 1 après. Vérification du rapport, on en parlera peut-être. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, le père Kader était mort. Puis là, tu as son fils qui est pogné dans le sud de l'Afghanistan. Qu'est-ce que je fais? Mon père est mort, ça c'est su. Okay. Mes frères sont où? Je ne le sais pas. Puis les Américains nous garochent des trucs par la tête. Puis je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison de le faire, là, mais je dis juste, on va essayer de comprendre le désarroi de cet enfant-là. En tout cas, moi, je n'aurais pas aimé être à sa place. Omar Kader, à quel âge exactement quand ça arrive, cette événement-là? Le raid, il y a 15 ans, tout juste. 15 ans, OK. Oui, c'est en juillet 2002. Et c'est ça, donc c'était le plus jeune de mon regroupement, là, si je peux appeler ça comme ça. Mm-hmm. Et voilà, il a vu arriver le raid américain, puis ça a fait badagne. Vous avez peut-être vu, si vous avez fouillé dans le livre, là, vous avez une des photos où vous voyez Omar, à 15 ans en fait, qui est étalé sur le sol, du sable en pleine face, puis une espèce de semi-porte, cadre de porte, qui était tenté pratiquement dans le front. Ça, c'est aux suites du raid en question. Justement, en parlant de ton livre, je ne l'avais pas encore mentionné, mais tu as écrit un livre, justement, où est-ce que le titre qui s'intitule, c'est-à-dire « J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader », publié chez Saint-Jean, alors Frédéric Bérard. Moi, je vais être bien honnête, je ne l'ai pas encore lu. Okay. La dernière expérience que j'ai eue en achetant un livre, Jonathan était présent, puis je les ai perdus. Okay. Longue histoire courte. On a eu notre salon du livre à la fin mai. Ça fait 1 mois de ça. Et puis, j'étais toute fier d'avoir acheté 2 livres, un pour ma blonde puis un pour moi. Puis finalement, ça a été perdu en quelque part, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Fait que, justement, le livre de Frédéric Bérard, j'accuse les tortionnaires de mon Kader, à se procurer. Et puis, ça va être une de mes lectures estivales, mon cher Frédéric. Tu sais que je vais tester en septembre. Hein? Ah, OK, ben pas de problème. Non, parce qu'il y en a qui disent ça pour la femme, mais quand je parle de temps, non, moi, inquiète pas. Alors, si on a une suite, pourquoi pas? Hein? Si on a une suite, pourquoi pas? Alors, Omar Kader, en 2002, se fait prendre par les Américains. C'est même pas 1 an après le 11 septembre. Non, c'est quelques mois. Là, on parle de 9 mois. Oui. 9-10 mois. Parce que quand les Américains ont décidé de brasser en Afghanistan, là, ça n'a pas veillé tard. Il n'y a personne qui était équipé pour leur tenir tête.
Kaboul a capitulé relativement rapidement. Et puis par la suite, ils ont entendu que restait un groupe de combattants qui s'étaient cachés dans un building dans le sud de l'Afghanistan, ce que je racontais, qui sont débarqués là, ont balancé les 150 livres de bombes. Tout le monde est mort, sauf 2 personnes. Et pourquoi je dis 2 personnes? Ben, c'est parce que c'est important dans l'histoire, parce que vous savez qu'il y a un soldat américain qui a perdu la vie, puis il y en a un autre qui a été blessé sérieusement. Or, dans le rapport initial du général Wyatt, qui était en charge du raid américain en question, dans son rapport initial, il disait qu'il y avait 2 survivants d'Al-Qaïda, c'est-à-dire Omar Khadr puis une autre personne non identifiée. Or, 6 mois plus tard, Wyatt modifie son rapport. Il disait, hey, j'ai repensé à ça, là, puis il n'y avait pas 2 personnes, il y en avait juste une, puis c'était Khadr. En d'autres termes, la seule personne qui a bien pu tuer qui a tué l'Américain puis blessé l'autre, ça peut être Khadr parce qu'il était seul. Et là, on lui a posé la question, mais attends une minute, là. Initialement, tu me dis qu'il y a 2 personnes, là, 6 mois plus tard, il y en a juste une, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il dit parce qu'il y avait bien de la poussière, là, j'ai mal vu. Oui, lui, il a réalisé ça 6 mois plus tard dans ses rêves qu'il y avait bien de la poussière, puis finalement, il n'avait pas vu 2, mais il n'avait Je pense qu'il s'est fait dire qu'il y avait de la poussière. C'est ça. Alors, tout ça est basé sur... C'est important, cette histoire-là, parce que devant un tribunal sérieux, devant un tribunal de droit commun, jamais une accusation comme ça aurait pu être portée sérieusement. Sur des oui-dire. Oui, puis là, c'est-à-dire, tu ne peux pas changer ta version comme ça. Et puis en fouillant, puis moi je l'ai fouillé cette histoire-là pas mal aller-retour, notamment avec des spécialistes des thèses balistiques, ce qui n'est pas mon cas, là, je ne connais pas ça, la balistique, mais il y a vraiment des pros là-dedans. Ces pros-là, notamment une dénommée Sue Garasino, qui est une ex-procureure de la Couronne, qui vous dit qu'à 99,9% des chances, c'est impossible que ce soit Khadr qui ait lancé la grenade en question. Pourquoi? Compte tenu de la posture, la porte qui est tombée dessus, le fait qu'il y avait un Américain là, il y avait un Américain en tout cas. Bref, je ne suis pas capable de vous l'expliquer intelligemment, mais vous voyez un peu le genre. Ouais. En d'autres termes, jamais devant un vrai tribunal, ce gars-là aurait pu être condamné. Mais justement, parlons de sa condamnation parce que c'est pas... En fait, on a skippé un bout, Jay, par exemple. Hein? Il y a un méchant bout entre la condamnation et ce moment-là. Non, mais avant, justement, ouais, je sais, mais comment qu'il est... comment je dirais ça? Comment il est identifié? Qu'est-ce qu'on fait avec lui en attendant? Pourquoi on choisit ce jeune-là? Parce que comme tu dis, peut-être qu'il était 2, peut-être qu'il était 3, on ne sait pas, mais ils choisissent Omar Khadr. C'est un beau émissaire. À cause qu'il est jeune. En fait, j'ai corrigé une affaire, puis c'est important de le faire d'entrée de jeu. Il n'y a jamais eu de condamnation, Omar Khadr. Il n'a jamais été condamné à quoi que ce soit parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Ce gars-là a été détenu à Guantanamo. Après quelques années, on a fini par déposer des accusations cousues de fil blanc, mais on ne lui a jamais fait de procès, ni là-bas, ni au Canada. Et pourquoi on leur a jamais fait de procès? On lui a jamais fait de procès, c'est parce qu'on savait très bien, au final, incluant devant une commission militaire américaine, c'est-à-dire à Guantanamo, qu'on serait probablement incapable de le faire condamner parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est quand même assez important d'un état de droit. Si tu n'as pas de preuves contre un accusé, ben libère-le. Or, la technique de Guantanamo, puis moi, je suis allé en juin dernier pour étudier un peu comment ça fonctionnait là-bas. Et, en fait, ça fait 1 an jour pour jour que je suis revenu à peu près. Okay. Puis, ça a été une expérience assez traumatisante, je peux le dire, là, médicalement traumatisante. Là. Encore avec j'ai à gérer certaines séquelles de tout ça. Quand j'étais là-bas, c'était le fun. Je me suis un peu foutu la gueule des Américains. J'étais vraiment content de mon coup. J'ai pris plein d'affaires, des photos que j'avais pas le droit, des vidéos. On était en train de préparer un documentaire. Tu sais, c'était parfait, c'était cool. Puis quand je suis revenu ici, j'ai remis mon manuscrit, puis j'étais allé écrire mon introduction puis ma conclusion là-bas. Et puis là, les pentures m'ont lâché. Là. J'ai pas. T'as comme assimilé tout ça dans le fond. Ça fait 1 an que je dirais que je l'ai pas super facile là, d'un point de vue santé psychologique, là, mais ça va, on travaille là-dessus. Mais de toute façon, je ne veux pas ramener ça à moi, c'est pas important. Mais tout ça pour dire qu'à Guantanamo, tu le vois, c'est là que je l'ai découvert, c'est qu'il y a eu 780 détenus dans l'histoire de Guantanamo depuis 2002. 780 détenus. Sur 780 détenus, combien qu'il y a eu de condamnations? 2. Ah ouais. 2 condamnations, dont une qui a été renversée par un tribunal américain de droit commun. En d'autres termes, tu as eu une vraie condamnation pour ce que ça veut dire sur 780. Puis
Puis sur les 780, tu as eu 41 accusations. Fait que faites le calcul, ça veut dire que tu as eu 739 personnes qui sont allées à Guantanamo, qui se sont fait torturer, qui n'ont pas passé 2 semaines, là, qui ont passé 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans certains cas, et qui n'ont jamais été accusés de quoi que ce soit. C'est ça, Guantanamo, c'est pas. Puis c'est en allant là-bas que j'ai compris la vraie affaire. C'est pas un camp pour condamner, c'est un camp pour torturer. Je savais qu'il y avait de la torture, évidemment, mais moi, je me disais, au final, ils vont quand même tenter de condamner un ou l'autre, des preuves semi-tout croche, mais avec un minimum quand même. C'est pas ça du tout. Ça les intéresse pas, la justice. Puis ça, c'est des procureurs de la poursuite là-bas qui montrent ça, des procureurs, imagine-toi, là, des gens qui déposent des accusations, qui m'ont dit à bâton rompu, là, dans des raccoins un peu off-record. Je ne répète pas ça, mais il n'y a personne qui croit à la justice ici. Là, c'est une joke, notre affaire. Il y a des juges qui me l'ont dit. On ne croit pas à ça. Les gens sont là, ils se font envoyer 1 an, 2 ans, puis ils ont juste hâte de retourner. Puis évidemment, ils ne sont pas là à temps plein non plus. Hein, ils prennent l'avion de Washington ou d'ailleurs. C'est souvent des jeunes qui se font les dents parce que, bon, ça leur permet de grimper dans la hiérarchie. Ça paraît bien sur un CV. Puis, oui. Puis, ils sont là 1 an ou 2. Puis là, qu'est-ce qui arrive quand il arrive un nouveau juge? Bien, souvent, on recommence du début. Donc, ça pour dire, Kader n'a jamais été condamné. Et une fois qu'on l'a capturé en Afghanistan, je vous ai dit que c'est pas lui qui l'a lancé, la grenade, mais vous savez quoi? Je le dis juste pour la forme, parce que ça n'a aucune espèce de sacrée importance. Les conventions sur le droit de l'enfant auraient dû se appliquer ipso facto, puis on aurait dû dire, OK, that's it, il y a un TQ ici, qu'est-ce qu'il fait là, ce TQ-là? Alors, soigne ça au Canada, puis basta, ça finit là, ou ailleurs, en tout cas, mais tu n'emprisonnes pas un enfant pour des crimes de guerre, surtout que, n'oubliez pas que ces crimes de guerre-là ont été conçus de toutes pièces par Washington, par George Bush et compagnie. Il y avait à l'époque un secrétaire d'État à la justice adjoint, un dénommé Gonzalez, qui avait écrit, écoutez ça s'appelait « Les mémos de la torture ». Les mémos de la torture, vous allez voir, c'est bien, bien simple. C'est que tant et aussi longtemps que le gars crève pas, ben c'est pas de la torture en droit international. Fait que gardez-vous les boys. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dans ces moments-là, je pense qu'ils ont sorti le fameux waterboarding parce que ça laisse pas de marque, ça laisse pas de traces. Écoute, Kader l'a subi, le waterboarding. Il y a eu des trucs, là. Est-ce que tu peux dire c'est quoi? Moi, je sais pas c'est quoi le waterboarding. Waterboarding, c'est que tu fais un tour en dessous de l'eau jusqu'à temps que tu fasses des ballons ou que tu fasses plus de ballons en temps normal. Pour ceux qui aiment les sports aquatiques, là, Guantanamo avait développé une technique assez intéressante aussi, c'est de faire boire, et je ne parle pas de scotch, là, boire de l'eau aux détenus jusqu'à temps qu'ils explosent. Ils ont tué des gens comme ça. Là. Ils ont tué des gens qui, comme il y a trop d'eau, là, ils te forcent à boire, puis à un moment donné, tu es comme une grenouille, puis tu sautes, puis paf. Il y a d'autres trucs que Kader lui-même a subi. Quand il y a eu l'attentat, justement, en Afghanistan, il s'était fait tirer dessus. Il y avait l'épaule gauche qui était à peu près bousillée. Il s'est fait opérer 10-12 ans plus tard quand il est revenu au Canada, même plus que ça. Il a perdu 80% de l'œil gauche aussi. Ouais. Bref, il est troué comme un fromage suisse. Quand ils l'ont ramassé, les soldats américains voulaient le tirer, puis il y en a un qui a dit « Non, on en a besoin, on va le faire jaser ». Fait que c'est un paramédic américain qui l'a sauvé. Et aussitôt qu'il est arrivé à la première base militaire de Bagram, qui est en Afghanistan, on l'a fait lever genre 1 heure après pour faire des jumping jacks. Il est percé, là. Et là, on commence l'interrogatoire. Débarqué à Guantanamo, vous voyez là, son œil gauche, comme je vous disais, là, il y a un œil en vitre, là, ni plus ni moins. Quand il est arrivé à Guantanamo, on essayait certaines tortures, dont celle-ci, lui mettre un sac sur la tête, le mettre torse nu, lui attacher les mains sur un cadre de porte et d'envoyer des chiens dans la cellule. Puis c'est pas des chihuahuas, là. Évidemment, l'odeur du sang, il était sûr qu'il allait se faire manger tout rond. Une autre affaire, celle-là, est assez spectaculaire aussi. Puis, évidemment, vous comprenez, je vous en dis juste quelques-unes parce que la panoplie de l'imagination, de la méchanceté humaine est assez large, merci. Mais pendant un interrogatoire, à un moment donné, quand ça faisait 7-8 heures, Kader cette année, puis il a répondu quelque chose de bête. Il a dit « Ah ouais ». Fait que là, ils l'ont couché à plat ventre. Ils ont mis, écoutez ça, il est à plat ventre, là. Fait que les jambes comme ça et les mains comme ça, ils ont attaché les chevilles et les poignets ensemble. Okay? Wow. Moi, le soupe comme je suis, si tu me fais ça, je casse en deux. C'est ça. Les 2 morceaux. Là, moi, c'est sûr que je casse. Puis d'ailleurs, dans l'avion de Bagram à Guantanamo, c'est un sacré vol, là, l'Afghanistan-Cuba. Là.
Et on lui avait dit qu'il s'en allait en Israël pour se faire torturer puis se faire fusiller. Lui, il était sûr qu'il débarquait en Israël. Or, on l'a mis dans la chambre froide de l'avion, dans la position fétale, c'est-à-dire cette fois-ci comme ça. Et ça, les experts médicaux te disent que c'est une position qui peut faire mourir quelqu'un parce que les organes sont écrabouillés, bon, un truc de genre. Ouais. Bref, on vient dans la cellule, de face maintenant sur le sol, les chevilles et les poignets ensemble. Et on laisse comme ça jusqu'à temps qu'ils finissent par uriner, là, ce qui allait nécessairement être le cas après quelques heures. Une fois qu'ils ont uriné, ils ont mis de l'huile de pain un peu partout dans la cellule et ils ont fait ce qu'on appelle la technique de la vadrouille humaine. La vadrouille étant évidemment Kader. Et je vous épargne d'autres tortures plus dégradantes, plus dégueulasses, parce que là, bon, c'est pas tout le monde qui est couché, là. Puis c'est ça. Puis moi, je vous dirais, les gars, quand j'ai écrit je m'en rappelle encore, c'était à l'été, ça m'a vraiment pris du temps à écrire ce livre-là, c'était à l'été 2018. Je me réveillais au chalet le lendemain matin, puis tous mes draps, puis mes oreillers étaient partout dans la chambre, comme si je m'étais battu toute la nuit, puis je comprenais pas. Je dis, voyons, c'est pourtant... Puis je me rappelle jamais de mes rêves, absolument, je dors, puis ça finit là. Or, l'après-midi, j'étais fatigué, puis là, ça faisait quelques semaines que c'était comme ça, puis j'en sortais plus. J'ai fini par allumer que c'était probablement parce que quand j'écrivais le livre sur les scènes de torture, ma documentation était essentiellement en anglais, évidemment. Fait que je devais me traduire les scènes de torture avec une certaine acuité pour pouvoir par la suite les transposer en français. Juste ça, juste faire cet exercice-là, écrire sur de la torture pendant, je ne sais pas, 4, 5, 6 semaines, je vous le dis, là, c'est, à moins d'être un psychopathe, c'est archi traumatisant et c'est pas une expression, là. C'est traumatisant pour vrai. Donc, imaginez, moi, je n'ai même pas vécu cette torture-là. Je ne l'ai même pas vue. Je n'ai pas vu de vidéo, rien de ça. Juste en lisant puis en essayant d'imaginer ce qui a vraiment produit, j'en ai eu un certain traumatisme. Imaginez quelqu'un qui vit ça, particulièrement à cet âge-là, c'est-à-dire un enfant un mineur qui n'a pas ses parents pas loin. Mais la question, justement, pourquoi Kader? Parce qu'on a besoin d'un bouc émissaire, comme tu as dit tantôt, Joe. On a besoin d'absolument quelqu'un, puis c'est lui qui nous est tombé sur la main. Il a été visé avant. Pourquoi? Là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que moi, ce que je pensais, hein, on se rappelle pendant les années Harper disait, on pose la question, pourquoi vous ne le rapatriez pas, Kader? Il était accusé de crimes graves aux États-Unis, blablabla, puis ci, puis ça. Bon. Ce que j'ai compris en allant à Guantanamo, c'était pas ça l'histoire. Omar Kader, oui, ça a été évidemment un bouc émissaire, mais c'était bien plus que ça. C'était la meilleure outil de marchandisation possible, politiquement parlant, parce que Stephen Harper se faisait un capital politique de fou en disant « Moi, je suis tough face aux terroristes. » Regardez les libéraux puis le NPD qui sont un peu momounes de ces bars, hein? Ils veulent faire des compromis, ils veulent rapatrier un terroriste, il n'y en est pas question. Mais il disait toujours, et là c'est Harper qui parle, toujours, il est accusé de crimes graves, qui se débrouille. Puis avant qu'il soit accusé, il disait, il est détenu pour des crimes graves, qu'il se débrouille au final. Et donc quand j'étais allé à Guantanamo, c'est là que j'ai fait Eureka, puis il était temps que j'y aille parce que je n'avais toujours pas compris ce bout-là. Les États-Unis n'ont jamais voulu condamner Kader. Ce qu'ils voulaient faire, c'est le traîner à Guantanamo, le torturer, comme j'expliquais, le faire jaser en disant « Hey, son père, c'était le chum à Ben Laden, c'est un TQ, ses parents sont pas là, son avocat est pas là, il va faire dans ses culottes, il va nous dire tout ce qu'on veut, puis après, on va le renvoyer sur un avion, sur Charbay à Ottawa, puis à Châle-nous-plus. » Or, la réalité, c'est que Stephen Harper a dit « No way, Joey, on n'en veut pas. » Comment ça, on n'en veut pas? C'est un enfant. C'est pas mon problème. C'est vous qui l'avez capturé. Arrangez-vous avec. Évidemment, dans des termes beaucoup plus diplomatiques que ça. Harper le laissait là, dans le fond. Là. Harper s'est arrangé que Kader reste à Guantanamo. OK? Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait des Américains? Ils ont dit, mais là, c'est parce qu'on ne peut pas détenir un enfant indéfinidément non plus. Fait que là, ils ont décidé de l'accuser pour donner une espèce de vernis de justice. Ouais. Mais les accusations, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de la bullshit, cette affaire-là. Ça ne tient pas à route 2 minutes dans une vraie salle de justice. C'est quoi l'accusation qu'on y avait donnée? T'en rappelles-tu? D'affaires, meurtres, puis des cossins du genre, tu sais, qui découlaient tous de nouvelles dispositions qui avaient été adoptées par les Américains où ils reniaient à peu près l'ensemble des conventions de Genève sur le droit de la guerre, puis ils patentaient la nouvelle notion de combattant ennemi illégal.
un combattant illégal, que c'est ça, c'est n'importe quoi. En droit international, ça ne tenait pas la route. En droit constitutionnel américain, ça ne tenait pas la route. C'est pour ça qu'ils sont allés à Guantanamo, c'est-à-dire à Cuba, pour s'extirper du droit constitutionnel interne américain. C'est justement ça que je voulais te demander tantôt. Les Américains, inquiète-toi pas, ils n'auraient pas fait de Guantanamo dans l'État de New York. Là. C'était dans un pays comme Cuba pour pouvoir torturer à bon escient. Puis, quand est arrivé le 11 septembre, ils se sont dit, OK, là, quand on va ramasser, on les met où? Exact. Il y en a un, puis ça, c'est à Guantanamo qu'on m'a dit ça. Il y en a un qui a dit, on a une base en Virginie. Là, il dit, non, imbécile, on va quand même pas juger de ces gens-là sur le territoire américain. Le droit constitutionnel américain va s'appliquer, puis ils vont nécessairement tous être acquittés ou à peu près. Il y en a un autre qui dit, on a telle base sur telle île perdue dans l'océan Indien. Un qui répond, c'est bien trop loin, on ne peut pas aller livrer là la fin de semaine. Il disait, hey, on a Guantanamo depuis une centaine d'années, puis il y a une entente, donc, entre Washington et la Havane au début du 20e siècle. Puis écoutez bien ça, les États-Unis, à chaque année, envoient un chèque de 5 000 $ à la Havane. 5 000 $? 5 000 $, fait que c'est le même montant depuis à peu près 100 ans. Je ne sais pas c'est qui l'avocat cubain qui a négocié ça, là, mais je pense qu'il s'est fait graisser un petit peu la patte. Les chums à Batista. Ça semble assez... Ou en tout cas, le grand-père. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais les Castro ont toujours reçu le chèque, ont déchiré le chèque, ils envoient ça dans une enveloppe, puis ils retournent ça à Washington. C'est un peu l'espèce de running gag, si on peut appeler ça comme ça. Donc, tout ça pour dire que Harper, moi, j'ai toujours pensé que ce gars-là s'est servi du fait que Kader s'est fait ramasser pour dire « Moi, je m'en mêle pas, je vais établir ma posture politique, je vais faire ce qu'on appelle du wedge politique, c'est-à-dire t'es d'un bord ou t'es de l'autre, t'es un bon ou t'es un méchant, puis je vais marchandiser cette affaire-là. » Or, c'est bien plus que ça. Il a empêché le retour de Kader aux États-Unis, puis j'ai 2 preuves de ça, puis écoutez-les bien, c'est quand même assez spectaculaire. Denis Sedney, l'avocat de Kader, m'a raconté qu'il avait rencontré Hillary Clinton à l'époque où elle était secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et Sedney dit, ramenez-nous mon client au Canada, ça n'a pas de bon sens, blablabla, c'est un enfant, c'est ça. Hillary Clinton, il a dit, Maître Sedney, on veut bien le retourner chez vous, votre client, mais si votre premier ministre ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et ça, quand Sedney m'a dit ça, je dis, êtes-vous bien sûr de ça? Il dit, j'ai-tu l'air de niaiser? Je dis, non, pas l'air de niaiser. Il a l'air pas mal sérieux. Et ça, je vais m'en servir dans mon livre. Il dit, tu feras bien ce que tu veux avec ça. Or, quand j'ai écrit le livre, la journée de la sortie du bouquin, c'était le 1er mars. Puis j'avais donné une exclusivité en français au Devoir, puis une exclusivité au Globe and Mail. Et le Globe avait dit, OK, ça nous intéresse, on va le faire, on va faire un gros front, toute la patente, mais à une condition. 48-72 heures avant, tu nous donnes la permission d'envoyer les conclusions de ton livre à Stephen Harper, puis on veut, évidemment, on va faire réagir. Hein. On va inscrire sa réaction dans l'article. Là, je dis, c'est vraiment nécessaire. Il me semble qu'il y a eu assez de place, lui, pendant 15 ans. Ils ont dit, c'est ça le deal, sinon on ne le fait pas. J'ai dit, OK, faites-le, puis fuck Harper, il fera bien ce qu'il voudra, il dira ce qu'il voudra. Or, le journaliste qui est très, très bon, c'est Andrew G. Thompson, il est vraiment super, ce gars-là. Il a tout lu ça en français. Et là, il m'appelle la veille. Je m'en allais à RDI. C'était ma première entrevue, juste la veille de la sortie. Puis, il me dit, « OK, man, tu ne croiras pas à ça. » Je dis quoi? Parce que lui, dans sa tête, le headliner de son article, c'était « Harper a empêché le retour de Kader de dire Hillary Clinton. » Tu sais? Côté diplomatie, c'est quand même assez gros. Là, comme c'est une bonne preuve aussi, c'est comme une bonne source. Là, c'est quand même. Puis moi, ça me stressait parce que moi, je l'ai entendu de Denis Sedney, fait que c'est clairement du oui-dire. Tu sais, si Hillary Clinton dit « j'ai jamais dit ça, je sais pas c'est qui ton petit clin Bérard, mais il invente des affaires », ou si Sedney dit « je me rappelle plus d'avoir dit ça parce qu'il ne pouvait pas que lui a signé une entente de confidentialité pour le versement de la compensation. » Fait que lui, il aurait pu me garrocher en bas de l'autobus aussi. Puis Harper, moi, tout le monde me disait, moi, je le connais pas, mais il me disait, Harper ne répondra pas à ça, là, il ne va pas embarquer dans cette game-là. Ah, regardez bien. G. Thompson, il a envoyé ça à Hillary Clinton, puis il sait qu'elle l'a reçu. Son je sais pas, chief of staff ou je sais pas qui attaché dit, elle ne répondra pas à la question. Là, ça, c'est quand même pas pire. On va prendre ça pour. Au moins, c'est ça. Pire de. Denis Sedney, il ne s'est jamais manifesté, il n'a jamais dit un mot.
et Stephen Harper. Puis écoutez bien l'affaire. Stephen Harper a dit, par la voix de sa chef de cabinet là, qui travaille pour lui dans son... Il était encore premier ministre à l'époque? Ou... Non, quand je dis chef de cabinet, c'est Chief of Staff. Il est dans un bureau d'avocat. Je pense qu'il est chez Dunton. OK. De même. Tu sais, les anciens premiers ministres, des fois, ont des espèces de chefs exécutifs, machin. OK. Une espèce d'adjoint de luxe, là, qui est allé dire ceci. Stephen Harper n'a jamais dit qu'il ne souhaitait pas qu'Omar Kader revienne au Canada. il t'a sourcé lui-même. Ouais. Fait que là, comme ça, ouais. il dit ça, puis je dis, t'es-tu sérieux? Tu me niaises. Il dit, j'en reviens pas. Mais je dis là, OK, mais là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il dit, écoute, ça fait 4 emails que je renvoie, il ne voulait pas me le dire depuis 2-3 jours, puis ils ne répondent plus. Puis là, Thompson dit, ben là, fait que vous avez empêché, vous êtes opposé au retour de Kader. C'est pas la même chose. Moi, je pensais qu'il profitait du fait que Kader était coincé à Guantanamo. Il faisait du capital politique là-dessus. Oui, c'est plus que ça. C'est que les États-Unis voulaient le retourner, mais lui a dit non, il ne va pas rentrer ici. Selon Stephen Harper, qui est ta source maintenant. Tu sais. Oui. C'est plus un oui-dire. C'était hallucinant. Puis là, ça, c'est la veille de la sortie du livre. Puis il y a un côté de moi, je vous jure, qui fait comme... OK, cool. Harper vient d'admettre, parce que moi, j'avais peur qu'il dise, je ne sais pas c'est qui ce petit prout-là, Bérard, mais il y a de l'imagination fertile, puis c'est un bullshitter, puis qui me prouve n'importe quoi. Tu sais, puis là, mon livre vient de s'écrouler d'un coup. Fait que là, moi, ma première réaction, OK, le livre est sauvé. Bingo, le lendemain, les articles sortent. C'était l'article le plus lu de la journée dans le Globe and Mail, sur les plateformes numériques. Parce que l'affaire Kader, tout le monde vit fou avec ça. Puis là, moi, à un moment donné, au fil de la journée, je me mets à réfléchir, puis je me dis, le gros tab. Là, je viens vraiment fâché. Tu parles d'un esti de baveux. J'ai passé 7 ans de ma vie, j'ai 400 pages pour démontrer que c'est une machination. Et lui, la première affaire qu'il dit, la première question qu'il est posée, t'aurais pu me le demander, je te l'aurais dit. En d'autres termes, il s'en vante. Ouais. Il est content d'être identifié. C'est un bon coup pour lui, tu sais. Pourquoi je vous disais que c'était le plus lourd au Globe and Mail? C'est pas pour péter bretelles, de toute façon, c'est pas mon article, mais c'est parce que toutes les réactions amènent évidemment beaucoup de lecture. Mais je suis allé les voir, les réactions, les gars, je vous jure, là, je devais avoir 75-80% facile de ceux qui commentaient contre moi, contre Kader, contre le livre, contre tout. Et 75-80% pro-Harper. On s'ennuie d'Harper. Lui disait les vraies affaires. Lui, il l'a empêché. Lui, il n'était pas soft sur le terrain. Fait que c'était ça, sa game. Je savais que c'était ça en partie, mais je ne pensais pas qu'il pouvait être autant machiavélique que de patenter ça. Puis là, vous allez me demander, oui, mais comment il a fait pour revenir Kader au final? Parce que c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé la chose suivante. Il y a eu, quand je dis qu'il n'y a pas eu de procès, c'est pas vrai. Il y a eu un début de procès qui a duré une journée. Son avocat de Kader, qui est un avocat militaire, s'est évanoui en pleine salle d'audience. Je suis allé dans cette salle-là, qui ressemble à une vieille clinique de dentiste avec des tapis tout sales. C'est dégueulasse. Je ne serais pas 10 minutes là. Mais l'avocat de Kader s'est évanoui. L'avocat de Kader, c'est un militaire américain. Le juge, c'est un militaire américain. Les procureurs de la poursuite sont des militaires américains et tous les jurés sont des militaires américains. De quoi Kader était-il accusé? D'avoir tué un militaire américain. Je ne sais pas c'est quoi votre concept de tribunal impartial et indépendant, mais si vous me dites que vous n'avez pas vu de problème, ça me stresse un petit peu. Et là, donc, l'avocat de Kader tombe d'un pomme et là, il reporte le procès à une date ultérieure. C'est pas trop, c'est flou, c'est bon. Et là, ce que j'ai su, c'est que l'administration Obama, je ne sais pas si c'est Obama lui-même ou juste son administration, est intervenue à Guantanamo et a violé, écoutez ça c'est fort, là, a violé la loi sur l'indépendance des commissions militaires de Guantanamo. Parce qu'il voulait faire en sorte qu'on va juger des gens, là, mais il ne faut pas que le président débarque en disant vous pouvez faire ci, vous ne pouvez plus faire ça, puis ainsi de suite. Mais Obama, ou en tout cas sa gang, est débarqué, puis on dit là, lui, là, le petit prout, il sort d'ici. Puis pas dans 1000 ans, là. Vous signez quelque chose, il est out. Pourquoi? Citation très précise. Ce n'est pas vrai que le premier condamné de Guantanamo sera un enfant soldat. Wow. Et là, ce bout-là, je le présume, je ne peux pas le prouver parce que ni Obama me l'a raconté, ni Harper, mais il ne faut pas comment ça peut se passer autrement. Les deux administrations se sont parlé, puis Washington a dit à Ottawa, là, il dit, écoute-moi bien, là, ton petit prout, tu vas le reprendre,
puis tu vas fermer ta gueule, puis je veux plus l'entendre parler. Et dans l'entente, jusqu'à la dernière seconde, ça a été des folies, cette affaire-là. Dans l'entente en question, Kader se fait dire, parce que lui, il est découragé, il veut sortir de là, parce qu'il sait qu'il y en aura pas. Il a été combien de temps? Pardon? Il a été là combien de temps? Ben, il était là de 2002 à 2013 à peu près. 11 ans. Ouais. Puis, check bien. L'avocat de Kader signe. Washington signe. L'ambassadeur du Canada voit un courriel, tout est beau, ça marche, c'est réglé, merci, bonsoir. Le deal, c'est le suivant. Kader va passer, est condamné à 8 ans. Puis il y a une de ces années-là, c'est-à-dire la prochaine année, qui va être passée à Guantanamo. Après, on le renvoie au Canada pour qu'il purge le restant de sa peine. Fait que Kader dit, gars, je suis soulagé, il me reste une année ici à me faire écœurer un peu. Mais là, bon, regarde, ça va passer à d'autres choses. Il y a une fin qui s'en vient. T'sais. Voilà, tu sais, parce que ça, c'est démontré. Hein, il y a des super bouquins là-dessus. Je suis en train d'en lire un gars qui s'appelle Frankel, qui a été emprisonné à Auschwitz, qui explique la chose suivante. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a eu des survivants à Auschwitz, c'est l'espoir. Puis ceux qui ont perdu espoir sont, bien évidemment, l'espoir, ça ne suffit pas pour survivre, mais si tu n'avais pas d'espoir à l'époque, c'était fini. Puis à Guantanamo, ça a été souvent ça. Il y a eu des suicides, il y a toutes sortes d'histoires pour des raisons. Moi, quand je suis allé voir un procès là-bas, le gars, là, il n'était même pas encore accusé. C'est un gars qu'ils ont ramassé en 2004. On était encore en train de discuter de son enquête préliminaire. Là, je vous parle de 2022, 18 ans plus tard. Pensez comme vous voulez. Fait que les gars, à un moment donné, ils veulent sortir, puis ils savent que, regarde, n'importe quoi, mais je sors d'ici. Bref, le deal à Kader, c'est ça. 1 an ici, 7 ans là-bas, puis bye-bye, on n'en pèle plus. Or, l'année finit par passer, et Denis Sedney, donc l'avocat de Kader, appelle le ministre de la Sécurité à l'époque, qui s'appelait, ça doit encore s'appeler comme ça, Vic Taze, qui a été nommé comme juge à la Cour d'appel du Manitoba. Imaginez comme ça doit être beau. Dans l'appel, Denis dit à Vic Taze, il dit hey, mon client, là, je suis l'avocat de Kader, comme vous savez, oui, mon client, on l'envoie où? Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, il dit, c'était prévu dans l'entente qu'il passait une année à Guantanamo, là, ça achève dans quelques semaines. Fait qu'au Canada, on l'envoie où? C'est grand, le Canada, là, on le laisse se promener dans les prairies ou on l'envoie d'une prison en sécurité maximale, dans quelle province, où, pis ci, pis ça. Le ministre de la Sécurité d'Harper répond, il dit, pourquoi vous me posez cette question-là? Ben, il dit, je sais pas, là, je pensais que c'était vous qui s'occupiez de ce dossier-là pour sa sécurité, mais je peux parler à un de vos collègues, là, dites-moi qui. Il dit, non, c'est pas ça le point. Pourquoi vous parlez même au gouvernement du Canada de cette affaire-là? Mais comment ça? Là, arrêtez de niaiser. Là. On a une entente là, qui a été signée il y a bientôt 1 an. L'année est à peu près écoulée. Washington a signé. Nous autres, on a signé. Vous avez signé. Il dit non. Il dit, est où ma signature là-dessus? Il dit, écoute, arrête de niaiser. Là. Votre ambassadeur a signé l'entente. Il dit, vous saurez, Maître Edney, que le Canada n'est pas lié par la signature de ses ambassadeurs. Wow! Hey, c'est dégueulasse. Et ça a fait en sorte que Kader a été pogné pour toffer pratiquement une autre année supplémentaire à Guantanamo. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de bon sens. Wow. Hey, ce genre d'affaires-là, là, Guantanamo, ça arrive. Écoute, j'avais rencontré le chef des avocats de la défense, un dénommé Thompson, une armoire à glace, un gros gars solide. Puis lui, il est toujours pogné dans des affaires de même où il suggère à ses clients, OK, signe ici, là, puis dans 5 ans, ils vont te libérer, c'est ça le deal, puis that's it. Fait que les gars, bon, à un moment donné, ils sont écœurés, ils veulent juste sortir. Ils n'ont pas le choix, tu sais. N'oubliez pas, hein, il y a eu seulement 41 accusations sur 780 détenus, là. Ça veut dire là, que la quasi-totalité de ceux qui passent là n'ont rien fait à un point suffisant pour se faire accuser, là. Bref. La plupart des gens disent « OK, c'est beau, regarde, on signe puis on sort ». Quand j'étais là-bas, il y en avait un, ça faisait 1 an, un peu comme Kader, 1 an qui devait être relâché de Guantanamo. Et l'avocat en question, Thompson, disait « Qu'est-ce que vous faites? » Ben, j'appelle Washington, leur envoie des courriels, ils ne me répondent pas. Il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux quand même pas aller chercher dans sa cellule, là, c'est pas de même que ça marche, je vais me faire tirer. » Et là, j'avais posé la question, puis ça m'a rend encore émotif aujourd'hui quand j'y pense parce que ça dit beaucoup, puis ça devrait nous dire beaucoup, ben, à vous notamment, parce que vous êtes des humanistes, vous avez un podcast pour défendre l'humanisme, pour défendre des concepts, pour défendre des principes.
il me dit, d'une voix très solennelle, un peu triste, il avait quasiment les yeux pleins d'eau. Je ne sais pas si c'était de la rage ou juste la déception. Je pose la question, je dis, comment vous faites pour faire ce job-là, sachant que vous vous faites rire d'en face pratiquement à chaque fois? Il n'y a pas de justice, c'est épouvantable. Il dit, laisse-moi te raconter l'histoire des étoiles de mer. Il dit, c'est un gars qui est sur la plage, puis c'est la marée basse, puis il y a des milliers d'étoiles de mer un peu partout. Et le gars qui a un grand cœur prend les étoiles de mer une à une, puis les rebalance à l'eau. Ça y prend du temps, puis ça finit plus. Un gars qui passe en arrière qui dit, voyons, imbécile, tu ne seras jamais capable de toutes les sauver, il y en a beaucoup trop, tu perds ton temps. Pourquoi tu fais ça? Il dit, pourquoi je fais ça? Il dit, je fais ça parce que pour elle, c'est important que je le fasse. Quelque chose. Fait que, wow. C'en est un qui avait le cœur à bonne place, comme on dit. Écoute, moi, cette allégorie-là, je m'en rappelle encore. Tu sais, souvent, on a l'impression de perdre notre temps à plusieurs niveaux. Mm-hmm. Je me dis, c'est pas mal sûr que je perds mon temps, tu sais, mais au moins, je perds mon temps pour des bonnes raisons, quelque part. Ouais. Et ce gars-là, il mérite un prix Nobel, si tu veux mon avis, parce que moi, on est dans l'injustice la plus patente, on est dans l'arbitraire le plus total. Puis tu peux pas avoir une justice minimalement adéquate s'il y a un arbitraire qui est applicable à temps plein. Et moi, on me l'a dit, mon chaperon à Guantanamo m'avait dit, Fred, militaire, ça rime avec arbitraire. On sait quand on va partir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, et ni même si on va revenir. Et je dis, ben là, on va revenir quand même. Là. Et il dit, militaire rime avec arbitraire. Puis ils ont essayé de me faire le coup en disant, finalement, l'avion ne pourra plus venir nous chercher samedi, c'est compliqué. En tout cas, es-tu prêt à rester encore une couple de semaines, peut-être une couple de mois? Je dis là, une couple de mois, là, vous ne charriez pas un peu. Ben, je t'allais dire, arbitraire, ça rime avec militaire. Puis c'est pas moi qui décide, c'est en haut. Parce que moi, il savait que je continuais à donner des entrevues ici. J'ai fait des chroniques, mais pas des chroniques, mais des entrevues, mettons, à Arcan ou à Masbourian et tout ça. Fait qu'il traduisait les trucs, mes entrevues, puis il venait m'écœurer avec ça après, mais il faisait semblant qu'il l'avait pas nécessairement écouté. Ou des fois, il disait très bien, je t'ai entendu à Radio-Canada ce matin, je pensais pas que tu parlais français. Il dit non, je parle pas français. Et là, donc, en d'autres termes, tout cet arbitraire-là, moi, je l'ai vécu comme petit clin de petit journaliste du Québec, pout. Imagine quelqu'un qui est là, temps plein, comment tu peux encore croire à la justice de l'humain? Ça, moi, c'est un concept qui me dépasse. T'sais, on aurait dit, c'est comme dans les régimes totalitaires comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Chine et compagnie. Puis pourtant, c'est la plus grande démocratie du monde. Il n'y a aucune leçon d'état de droit qui peut être donnée à partir de ce raccoin-là du monde. Ça, c'est impossible. C'est une machination, je vais peser mes mots, là, mais abjecte. Vraiment. Est-ce que selon... Excuse-moi, vas-y. Non, basé sur c'est pas de même que ça va marcher. Puis c'est pour ça que moi, l'état de droit, j'essaie de le défendre. Il n'est pas parfait, l'état de droit, on s'entend bien, mais s'il y a quelque chose de sympathique avec l'état de droit, c'est que c'est un antidote contre l'arbitraire. Pas à 100%, mais en bonne partie. Si tu trouves que l'état de droit est du trouble, essaye un état qui n'est pas un état de droit. Ça s'appelle Guantanamo. Exactement. Est-ce que tu penses que l'emprisonnement d'Omar Khadr, c'est la plus... Puis, son non-rapatriement, justement, de l'avoir laissé là, de l'avoir lâché là juste pour... dans le fond, juste pour montrer du côté du gouvernement Harper, dans le fond, pour montrer qu'on avait du pouvoir, si on veut. Là. La loi et l'ordre. La loi et l'ordre du gouvernement conservateur. Est-ce que tu penses que c'est la plus grosse tâche de ce gouvernement-là? Du gouvernement Harper? Il me semble que ça bat rien, ça. Ça bat tout, je veux dire. Quand il est venu le temps de faire la promo du livre là, sur le C4 et tout, là, c'est toujours tough, ces affaires-là, parce qu'il faut choisir les bons mots, puis bon, tu sais, c'est un peu délicat. Mais j'ai dit, c'est la pire tragédie politico-judiciaire de l'histoire occidentale récente. Puis là, l'éditrice m'a dit, t'es-tu sérieux, t'es sûr? J'ai dit, OK, on fait une table ronde, puis... Trouve-moi des preuves que je dis pas quelque chose qui a de l'allure. Trouve-en un autre, ouais.
Puis je sais que c'est un peu facile de faire ça, mais je le dis très, très sincèrement et de bonne foi, j'en vois pas d'autres. Il y a l'affaire Dreyfus. Elle commence à faire un petit bout, là. Ouais. Fait quoi? C'est en 10 ans, Dreyfus, à peu près? À peu près. Moi, c'est fin 1800, me semble, ça, ou début 1900. Là qui est embarqué, ça s'est fini au début du 20e. Sinon, au Canada, il y a l'affaire Coffin, le prospecteur minier qui avait été mis à mort par Duplessis alors que la peine de mort s'appliquait encore. Où Duplessis avait dit aux Américains, parce que c'était 3 chasseurs américains qui avaient été tués dans le nord de la Gaspésie. Oui. Vous trouvez, moi, votre coupable. Tu sais, quand un premier ministre décide de faire du droit, là, je dis toujours ça à mes étudiants, vous avez la recette parfaite pour une catastrophe. Puis ça, c'est implacable. Un premier ministre qui dit, moi, je vais me mêler d'un dossier au criminel, ça va juste faire la cochonnerie tout le temps. Puis Jacques Hébert, qui a été un grand ami, même, je ne veux pas lui faire porter de responsabilité, mais peut-être mon mentor, lui avait écrit sur l'affaire Coffin de manière, c'était beaucoup plus compliqué pour lui que pour moi. Là, dans le temps, il partait avec son vieux Chevrolet, son petit calepin, puis il prenait des notes, il téléphonait à un, téléphonait à l'autre en Gaspésie. Il avait écrit une Bible, puis je vous invite à la lire si vous avez le temps, vous allez adorer ça. Ça s'appelle « J'accuse des assassins de Coffin ». Et là-dedans, il y avait les juges, des procureurs de la Couronne. Il a fait 3 jours de prison pour avoir écrit ça, pour un outrage au tribunal. Non, ça a brassé. C'était Pierre Trudeau qui l'avait défendu comme avocat criminaliste, mais Trudeau n'avait jamais plaidé de sa vie. Il était pourri, ben raide, puis Hébert s'était ramassé en dedans. Puis dans un livre qu'il a écrit qui s'appelait 3 jours en prison, pas longtemps après, Hébert met merci à Pierre-Éliott Trudeau, un astérix en note de votre page, grâce à qui j'ai réussi à passer du temps en prison. Ça, c'était le genre de mot de Hébert. Et il démontre dans ce livre-là, moi, je pense de manière implacable, il y en a qui l'ont critiqué, mais je ne suis pas d'accord avec ça, que jamais Coffin aurait dû être condamné. Il y avait ben trop de faiblesse dans la preuve de la couronne. C'était juste des preuves circonstancielles. Tu ne peux pas pendre quelqu'un pour des preuves circonstancielles. Et bon, bien ainsi de suite. Puis la formule de « j'accuse des assassins de Coffin », évidemment, Hébert l'avait piqué à Zola, c'est-à-dire... avec Dreyfus. J'accuse de Dreyfus. Puis moi, je n'ai pas voulu rendre hommage à Zola, évidemment, mais peut-être un petit hommage un peu masqué à Jacques Hébert, qui avait fait un job, je répète, phénoménal, pour une affaire qui méritait ce traitement-là. Donc, si on me demande quel est l'autre truc qui ressemble le plus à l'affaire Kader, je vous dirais que c'est probablement l'affaire Coffin qui a été pendue dans les années 50 au Québec. Fait que ça fait longtemps, là. Ça pourrait quasiment être un épisode en tant que tel. L'affaire Coffin, ben les gars, si jamais vous en là, je ne la connais pas. Vous en parlez, mais moi, ça ne me dirait pas toute l'affaire Coffin. J'ai déjà donné une couple de fois cette conférence-là à des barreaux, des affaires de même. C'est une des histoires les plus captivantes, je pense, dans le mauvais et dans le bon sens du terme. Tu sais, dans l'affaire Kader, pour moi, ça n'avait pas d'importance de savoir s'il a lancé la grenade. C'est un enfant, fin de la discussion. Mais dans l'affaire Coffin, là, c'est une autre histoire, parce qu'on parle d'un adulte. Mais en tout cas, on le verra, son avocat avait détruit de la preuve. Il avait garoché un gun en bas du pont de Québec. Son secrétaire a fait de la prison. Et Duplessis, après le procès et après que Coffin ait été pendu, Duplessis avait nommé l'avocat de Kader, de Coffin, avait nommé l'avocat de Coffin à la tête de l'ancienne régie du logement. Sauf que le gars, dans l'intervalle, avait été radié du barreau tellement qu'il était pourri. Pas pourri dans le sens de pas bon, mais pourri dans le sens de dangereux. Ouais, mais Duplessis a récompensé l'ex-avocat de la défense d'un gars qui a été pendu pour le nommer à une des plus hautes, ben, je ne sais pas si c'est une plus haute, mais disons une intéressante nomination méga partisane. Et il y en a plusieurs. C'est Hébert qui a débroussaillé ça, qui a démontré toute la promiscuité entre la couronne, entre les policiers et entre l'avocat même de Coffin, c'est-à-dire l'avocat de la défense. C'est un assassinat, c'est le même que ça s'appelle. Il n'y a pas vraiment d'autre mot que ça. Donc, pour moi, Kader, il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire l'espèce de confusion des genres entre le politique, le judiciaire. Je vais essayer de surfer là-dessus. Et ce qui est drôle aussi avec l'affaire Coffin, les gars, c'est que les médias francophones, c'était tous rangés du côté du Duplessis ou à peu près. Les seuls qui avaient levé le flag, c'était des médias anglophones, notamment le Toronto, pas Star, enfin, c'est en tout cas un média Toronto, c'est peut-être le Toronto Star. Et vous devez savoir aussi, je pense que l'Université de Toronto a un département de balistique et ils ont annoncé il y a quelques années qu'ils sont en train de
finir la preuve, c'est compliqué, pour démontrer que c'est impossible, balistiquement parlant, que ce soit Coffin qui a tué les 3 chasseurs américains. En d'autres termes, on a pendu un gars Pour rien. pour rien. Puis il y a eu des trucs on a soudoyé un, soudoyé l'autre. Un témoin qui dit oui, j'ai vu passer Coffin, il y avait un gun derrière son char. Puis après ça, il s'est rectifié. Il a changé d'idée dans un affidavit. Il dit non, finalement, je me suis trompé, c'était pas un gun, c'était un pied de biche. Mais tu sais, c'est parce que dans la vie aussi, si tu n'es pas sûr de ton coup, tu as le droit de fermer ta gueule. C'est pas grave. Exactement. Surtout quand les implications sont aussi importantes. Là. Exact. On avait une question de Mathieu Tremblay. Ça fait vraiment longtemps qu'il l'a posée, mais c'est une question que je vais te poser aussi. Guantanamo, mais pourquoi les États-Unis ne le ferment pas? Obama n'en avait pas fait une promesse, justement. C'est vrai, il en avait parlé de fermer Guantanamo. Mais qu'est-ce qui les empêche d'y mettre fin, justement? Qu'est-ce qui empêche les États-Unis de fermer cette prison-là? Est-ce qu'elle est encore utile à quelque chose? Là, on parle de plus de 800 personnes qui ont passé. Là, actuellement, il en reste une trentaine à peine et ça coûte une sacrée galette. Vous avez pas idée. Je suis en train de travailler sur un documentaire, là. Je vous l'enverrai éventuellement, mais vous allez voir les images. C'est une sacrée base, là. Ils viennent de construire une école pour les enfants des militaires. Ça a coûté 50 millions, genre, pour 32 kids, là. C'est les États-Unis, puis Guantanamo, là, c'est une... En tout cas, mais c'est pas ça qu'ils achalent le plus. Mais merci, Mathieu, de la question, parce qu'elle est super pertinente. Je m'étais posé moi-même cette même question-là en me disant, attends une minute, pourquoi, tu sais, Obama, il était quand même pas si pire côté État de droit. Là. Il n'était pas parfait, il y avait des trous là, dans son casque, là, mais il y avait quand même un minimum de principes versus d'autres. Et moi, ce qu'on m'a expliqué là-bas, la vraie raison, c'est que, évidemment, ils ne voulaient pas les retourner chez un ou chez les 40 quelques accusés au final. Ils voulaient quand même qu'ils puissent avoir des procès. Or, des procès, tu es fait où? Il faut que tu les fasses aux États-Unis. Mais si tu es fait aux États-Unis, là, c'est le droit commun, c'est le droit constitutionnel américain qui s'applique, ce qui aurait fait en sorte qu'il y en a un sacré paquet qui aurait été acquitté d'entrée de jeu ou qui aurait obtenu un arrêt des procédures parce que tout ceci était farfelu depuis le début. Ça, c'est donc l'affaire 1. La première affaire, ça, ils ne me l'ont pas dit, mais je l'ai déduit, il aurait perdu la face très clairement. Et 2, ça, ils me l'ont dit très clairement, c'est que les États, par exemple, je me rappelle du Colorado, ont dit à Obama, nous autres, là, on n'en veut pas là, de la gang de tipites là, qui débarque ici, ça va coûter bien trop cher, les médias vont virer fous. C'est ce que je m'en allais dire, les médias vont manger ça tout rond. Là. Ceux qui sont accusés d'avoir orchestré le 11 septembre, là, sont encore à Guantanamo. Hein. Ils n'ont jamais été condamnés. Là. Ils sont encore là, ils attendent leur procès. Ça fait 22 ans. Ils vont mourir là. Écoute, ils viennent d'en libérer un, là, je ne sais pas, là, 3-4 mois, c'est tout récent. Le gars a passé une vingtaine d'années à Guantanamo. Des genres d'affaires là, où il s'est promené à New York, puis s'est ramassé dans un appart d'un de ses amis qui était l'ami d'un pas fin qui, bon, tu sais, on ramasse tout le monde en panier à salade. Le gars, il a passé 20 ans là. Il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Il n'a même jamais su pourquoi il était là. Au point où il faisait des requêtes pour dire « Peux-tu savoir pourquoi je tire? » Et on dit « Ta gueule, c'est pas tes affaires. » Et là, 20 ans plus tard... 20 ans! Oh, c'est quand même un peu de mes affaires. Ça n'a pas de bon sens. 20 ans plus tard, ils l'ont flyé à Saint-Glinglin. On m'a raconté qu'il y en a une couple d'entre eux, je ne sais pas si c'est tout le temps le cas, mais parfois, ils les flyent dans un pays qui n'est pas le leur. J'ai en mémoire l'histoire d'un gars qui venait du Moyen-Orient, je pense. Ils l'ont envoyé en Uruguay. Ils ont enlevé son passeport. En fait, puis démarre-toi. Reste là. Le gars, il dit « Ouais, mais moi, je suis où, là? T'es en Uruguay. » OK, mais là, moi... C'est où, ça? C'est où, ça? Tu sais, à Guantanamo, dans celle-là, ils n'ont pas Internet. Là, ça fait 20 ans qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde. Là. Ouais. Et là, tu n'as plus de passeport. Fait que tu peux pas aller faire ta demande, si tu veux, au bureau des passeports. Non, t'as pris là. Quelque chose qui me dit que tu ne l'auras pas. Fait qu'il va passer le reste de sa vie en Uruguay, puis rendu là, je suis sûr qu'il est mieux là qu'à Guantanamo. On s'entend bien, mais tu vois, c'est tout ça, c'est toute cette espèce d'arbitraire farfelu où il n'y a aucune règle, incluant lorsqu'ils eux-mêmes, c'est-à-dire Washington, signent une entente en bonne et due forme avec un délai précis. C'est quand même assez épouvantable. On a une autre question, je ne sais pas c'est qui, c'est Facebook User, mais
j'adore cette question-là, OK? Puis plusieurs personnes se la posent. On dit, puisque ces traitements inhumains ont été mis au grand jour, est-ce que la manière de faire horrible a changé dans cette prison? OK, première question. Et l'autre, c'est surprenant que l'administration Bush n'ait pas encore été inculpée pour crime de guerre. Est-ce que tu penses que, Frédéric, est-ce que tu penses qu'un jour l'administration Bush va faire face à ces démons, justement, qu'on va les accuser, ou bien qu'on va attendre que tout le monde soit mort puis que la vérité va sortir, là? Parce que c'est ça qui s'est passé là, avec l'administration Bush, là, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres, là. Si tu me donnes Avec le 11 quelques septembre. secondes, je vais essayer de te retrouver Je vais laisser la question. une photo que j'ai prise là-bas, qui est la photo du camp X-Ray. C'est le premier camp de torture que les États-Unis ont construit en 3-4 jours, en arrachant des bouts de bois puis de la broche des stades de baseball avoisinants. Je suis allé au camp X-Ray, puis voir la photo, ça ne me rappelle pas des bons souvenirs. Là. Je vais essayer de vous trouver ça. Là. Je l'ai, là. J'arrive dans une seconde. Bon, OK, je l'ai là. Je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais je viens de te l'envoyer par Messenger si tu reçois. Et pour répondre à la question, Washington a voulu faire détruire le camp X-Ray parce qu'il y a des instruments de torture à l'intérieur encore. Les premiers qui sont débarqués là, et ça inclut Omar Khadr. Vous avez peut-être vu des photos de détenus habillés en orange avec des mains mitonnées, les yeux mitonnés, tout le kit. Et c'était une boucherie, ce camp-là. Là. Et donc, Washington a voulu passer à gratte là-dedans en disant on efface les preuves puis on n'en parle plus. Or, les avocats de la défense ont obtenu une injonction d'un tribunal de droit commun américain pour empêcher la destruction du camp X-Ray. Mais ça fait déjà quelques années, puis il ne s'est rien passé. Or, moi, en droit international, puis merci, user Facebook, truc de la question, en droit international, c'est une violation. Bon, vous l'avez là, c'est ça, exact. Et c'est des espèces de cabanes à chiens avec des sentinelles qui ont été créées. On dirait un camp de concentration. Exactement. Un peu, ouais. On se croirait à Dachau. C'est pas mal ça. Puis là, on est à Cuba. Il fait chaud. Ça, je suis allé là, il était 7 heures, même pas 7 heures le matin, ni plus ni moins. Il y a du maringouin là-dedans de compétition. C'est dans le fin fond vous le voyez là, d'un champ, d'un espèce de semi-marécage. Swamp, là, ouais. Et quand on fait l'espèce de nomenclature des violations du droit international par l'administration Bush, techniquement, si le droit international existait en vrai, c'est-à-dire en termes de sanctions et pas seulement en termes d'intention ou de symboles, Bush, Cheney et compagnie seraient joyeusement dans le trouble. Ouais. Strictement pour Guantanamo et pour la reconstruction ou la réédition, si vous aimez mieux, du droit international qu'ils ont opéré. Quand je vous disais les mémos de la torture, ils ont envoyé ça aux tortionnaires de Bagram, aux tortionnaires de Guantanamo. Imagine-toi, tu es un psychopathe, tu es à Guantanamo, tu es chargé de torturer, puis on te dit, tant que le gars ne crève pas, c'est pas de la torture, gâtez-vous. Ben, ils se sont gâtés, notamment là-dedans. Et le problème, c'est que je pense que j'apprends rien à personne en disant ça, puis je ne veux pas être trop cynique, mais rendu là, c'est quand même la réalité. C'est que le droit international, n'ayant pas de droit, n'ayant pas de sanctions sérieuses, c'est essentiellement le droit du plus fort, puis il va s'appliquer de façon très aléatoire, très arbitraire, dépendamment qui commet les infractions en question. Ben, par exemple, la Cour pénale internationale qui sert absolument à rien. T'as bien beau accuser quelqu'un, ça peut prendre 25 ans avant de l'avoir devant toi. Là. Au niveau des États-Unis, ils l'ont pas signé, fait qu'ils peuvent pas être imposés à ces pays. Ben oui. Moi, là-dessus, il faut quand même. Les Russes, les Chinois non plus. Il faut quand même pas oublier qu'Henry Kissinger a quand même gagné le prix Nobel de la paix. Tu sais, rendu là, ça devrait en dire quand même assez en ayant fait un des pires génocides de l'histoire. Exact. Je crois, messieurs, qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, je t'invite à nouveau, mon cher Frédéric, à revenir Sur la Terre des Hommes. Et puis, je te dirais, dans le fond, je vais lire ton ouvrage cet été.
Continue à parler de ça ou un autre sujet comme tu veux. Regarde, on va faire comme Mais avec l'affaire Biz. Coffin, je pense que ça serait vraiment un épisode de malade. Oui, ben j'aimerais ça en apprendre là-dessus parce que je ne Si connais vous pas avez, cette si vous avez aimé façon de parler l'histoire de Kader, il y a beaucoup de similitudes dans l'affaire Coffin, mais c'est pas à l'échelle internationale, évidemment, c'est à l'échelle purement C'est comme un film. On dirait un film, cette histoire-là. histoire-là. C'est une histoire de cow-boy, puis je vous le dis, si vous avez la chance sur les trucs de livres en ligne, là, j'oublie toujours les noms, là, mais J'accuse les assassins de Coffin, de Jacques Hébert. Il y en a écrit 3, en fait. Coffin, t'es innocent. J'accuse les assassins, qui est le plus percutant. Et le 3e, qui est 3 jours en prison, qui est très, très drôle. Je vous garantis que vous allez passer un excellent moment de lecture. Malheureusement, là, parce qu'il y en a un qui a été pendu au final. Puis avant d'être pendu, il y avait une seule demande à faire, puis ça a été celle-ci, c'est de pouvoir marier sa blonde de l'époque, c'était Marion Pelletry, avec qui il a eu un enfant. Et Duplessis a dit « No way, Joey ». Quand tu es rendu assez cheap pour même empêcher un gars de pouvoir marier sa blonde avant de l'envoyer à l'échafaud, basé sur des preuves uniquement circonstancielles, ça donne quand même une idée de l'espèce de gars qui était Duplessis, mais ça on le sait, mais du buzz aussi médiatique. Ouais. Et pour finir là-dessus, ça pour peut-être te donner l'eau à la bouche, Jay, il y a une dame en Gaspésie qui a déjà dit, juste pour vous dire que c'est pas Coffin qui a tué les 3 Américains, c'est mon père. Mon frère est avec lui. Puis il y a toutes sortes de pistes que je vous raconterai. Ils en ont ramassé un à Miami aussi, un autochtone canadien qui avait admis que c'était lui. Fait qu'il y a toutes sortes d'imbroglios épouvantables. Ce gars-là a été pendu très, très clairement à tort pour des raisons politiques. Heureusement pour Kader, il est revenu, il a eu sa compensation. Ceux qui disent c'est écœurant de donner de l'argent à un terroriste, mais tu sais, c'est pas une subvention. Hein. Ça s'appelle un règlement hors cours. Si Kader était allé jusqu'au bout, il aurait probablement ramassé, compte tenu de la jurisprudence, 2 fois et demi le montant en question. Puis je suis pas content, moi, que quelqu'un reçoive une somme pareille du gouvernement canadien, mais si on veut que ça arrête, il faut juste que le gouvernement canadien ne participe pas à la violation de ces droits-là parce qu'on n'a pas traité de l'élément comme tel, mais le Canada avait envoyé ses 2 agents du SCRS, Service canadien des renseignements secrets, à 2 reprises pour interroger Kader sous torture. Puis c'est ça qui a amené la responsabilité juridique légale du Canada. Incroyable. Et puis là, on parle du Canada des années 2000, on ne parle pas des 2010. On parle du Canada, Jay, qu'on a vu, toi et moi, puis qu'on a regardé les entrefilets sur Kader, puis on a dit « Ah ouais, coudonc, puis le Canadien a-tu gagné? » Harper nous a baratiné ça, solide, puis il y a même un sondage. Il nous a endormi avec ça. Dans le livre, là, tu verras, là, il y a plusieurs sondages, mais au début, les sondages montraient qu'une majorité faible, mais quand même, des Canadiens étaient en faveur de Kader, ni plus ni moins. Or, plus ça va sur la ligne du temps, plus les appuis de Kader diminuent, parce que très clairement, on voit que la propagande conservatrice fait son effet. Et l'avant-dernier sondage, je ne sais pas si je les ai tous, mais en tout cas, l'avant-dernier qui est dans le livre, il y a la première question, c'est « Pensez-vous que Kader aurait droit à un procès juste et équitable à Guantanamo? » Il y a une majorité de répondants qui répond « Ben non, il n'y aura pas le droit à un procès juste et équitable à Guantanamo, c'est Guantanamo quand même. » OK, good, jusque-là, on est d'accord. Deuxième question. Souhaitez-vous que Kader ait un procès à Guantanamo? Une majorité de gens, ben oui! C'est non, n'importe quoi. Wow. C'est magique. Mais en même temps, non. C'est la triste réalité de notre société. Ouais, c'est le Parti conservateur du Canada. Ouais, c'est ça. Et puis, vous savez quoi? Ça n'a pas changé bien aujourd'hui. On regarde ça depuis la pandémie. Là, c'est assez décourageant aussi. Moi, pour moi, Stephen Harper, là, c'est Darth Vader, OK? Sauf que là, Pierre Poilievre, je ne sais pas, vous connaissez sûrement ça plus que moi. C'est Darth Maul. Pierre Poilievre est une pas pire coche au-dessus de Harper. Ouais. Côté populiste, machiavélique. Il est aussi dangereux, sinon plus. Je pense qu'il est même plus dangereux qu'Harper. Ouais. Moi, ça, je suis prêt à gager assez cher. Moi, il a déjà dit à des gens que je connais qu'il faut renommer toutes les institutions qu'on peut chambouler avec des postures comme les nôtres. On va le faire day one. Ça implique évidemment tout le pouvoir judiciaire et toute l'espèce de posture dont je vous parle. Ça serait assez rock'n'roll, merci.
Non, c'est ça. C'est Poilievre, moi, je le vois comme une espèce de... Non, j'allais dire Darth Maul, mais non, Darth Maul vient avant Darth Vader. Fait que je dirais une espèce de Kylo Ren cheap dans ce style-là. C'est la version Wish de Ted Cruz. Oui, exactement. Exactement. Mon cher Frédéric Bérard, ça a été un énorme plaisir de te reparler encore une fois. Et puis j'espère qu'au mois de septembre-octobre, on pourra se reparler, mon cher. Sérieux, vous êtes... je vous le dis, ce que vous faites, les gars, là, puis j'ai pogné d'autres épisodes, c'est, je vous dis du fond du cœur, c'est vraiment important. Vous êtes un contrepoids à toute cette espèce de populisme ambiant, puis vous luttez pour des questions de principe et des questions humanistes. Puis on peut se tromper sur certaines affaires, mais on ne peut jamais se tromper quand on décide de défendre l'humanisme. Fait que je vous remercie. Ben, merci à toi. Au moins 10,5 millions de fois, c'est-à-dire le montant que Kader a reçu, parce que d'avoir donné du temps à cette histoire-là, c'était, à mon avis, c'est l'affaire qui manque le plus, parce qu'il y a pas mal plus de bonnes personnes que de mauvaises, mais le problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui n'entendent pas nécessairement toutes les histoires, puis ça fait partie de la problématique, à mon sens. Fait que merci. Mais, je pensais connaître l'histoire de Marc Kader, finalement, je savais pas grand-chose, puis on savait je me considère comme quelqu'un d'informé, fait que wow, c'était vraiment intéressant. Merci. Triste, mais intéressant. Toutes les informations que tu nous as dites dans l'épisode, ça sortait pas dans les nouvelles, ça. On en savait un peu, mais pas toutes, là. Écoute, ça m'a pris 7 ans à écrire le 7 livre. ans. Juste pour vous donner une idée, juste à Guantanamo, dans juste l'affaire Kader, juste Kader lui-même, juste à Guantanamo, il y avait à peu près 250 requêtes à éplucher, puis juste lui, juste à Guantanamo. Je te parle même pas des tribunaux canadiens, je ne parle pas des tribunaux... C'est cette affaire-là, puis à Guantanamo, évidemment, il y a beaucoup plus de non-dits qu'il y a de dits. Puis ça, c'est fâchant quand tu veux faire quelque chose de rigoureux, parce que faut que tu vas chercher une source, mais tu n'as pas ta réponse complète. Fait que là, il y a toujours une espèce de zone grise. Fait que ça te prend une deuxième source pour appuyer puis faire des liens. Fait que bref, ça a été le bordel, mais là, au moins, je pense que même Harper a l'air de trouver que le livre dit de ouais, c'est vrai. Je vais me fier à lui. Oh, j'adore ça. Ben, il a dit, ben oui, c'est ça qui est ça. Dans le fond, c'est vraiment ça qu'il a dit. C'est ça qui est ça. J'ai fait ça. Alors, avant de se quitter, justement, on vous invite à aller vous procurer J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader de Frédéric Bérard, publié chez Saint-Jean. Alors, merci encore une fois, Frédéric. Mon cher Jonathan Saint-Prof, mon pilier dans le dans le podcast. Merci beaucoup, Joe, pour cette première moitié de 8e saison. Ça fait plaisir. Ça a été toute qu'une saison. On a eu des gros épisodes, mais là, c'est le temps de la correction, malheureusement. Oui, exactement. Un gros hiver, un gros printemps. Mais surtout un hiver assez rock'n'roll. Hein? On a fait pas mal d'épisodes. J'ai le feeling que ça va être encore pire à l'automne. Ben oui, ça va être pire, aussi pire au moins. Au moins un par semaine, des fois 2. Qui sait, hein? Qui sait? Et puis, moi, j'ai déjà hâte de vous reparler. J'ai déjà hâte de vous reparler dans d'autres épisodes dès cet automne. Alors, Frédéric va être là. On va essayer d'avoir aussi Anne-Marie Machère qui va venir nous parler d'un peu de Jésus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'histoire de Jésus. Moi, j'aime ça entendre parler de Jésus. Je sais pas pourquoi. Là. Les autres n'aiment pas ça, mais moi, j'entends parler de religion. Ça m'intéresse toujours. Alors voilà, merci. Merci aux abonnés. Merci à nos membres Patreon qui étaient là ce soir. Nos abonnés, merci de nous suivre sur toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcasts. Merci justement à nos patrons, les curieux stagiaires historiens, nos 2 orateurs Construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda et puis le miel Habitémis, le meilleur miel au monde, n'est-ce pas? Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit à l'automne pour d'autres pages d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Bonne été tout le monde.